Bienvenue dans le grenier de ma maison en bois centenaire. Je voulais juste vous faire visiter pour que vous compreniez l'idée. Dans cette maison, c'est juste une maison ordinaire. Rien d'extraordinaire, rien de stérile. Je peux faire pousser des champignons ici, vous pouvez faire pousser des champignons là où vous êtes. Bien sûr, je ne le fais pas dans le grenier. Je le fais au sous-sol. Allez, je vais te montrer. Je m'appelle Patrick Bales. J'adore cultiver des champignons. J'adore t'aider à cultiver des champignons. Non, vraiment, je fabrique et vends des kits de champignons depuis des années sur ma boutique en ligne mushroommanofpeoton.com, avec beaucoup de moments amusants, de succès et des milliers de clients satisfaits. J'ai préparé cette présentation pour pouvoir vous montrer comment commencer à cultiver des champignons à la maison. J'ai essayé de nombreuses façons de cultiver des mushrooms et j'ai découvert que chaque méthode offre des avantages en termes de domaine, des avantages dans d'autres. Certaines méthodes demandent beaucoup de travail, d'autres sont assez poussiéreux et d'autres sont humides et lourds ou tout simplement difficiles à gérer avec succès. Au fil du temps, j'ai trouvé une méthode de culture cohérente qui fonctionne pour moi dans toutes les conditions et qui me permet de blocs de champignons avec un minimum d'effort et un taux de contamination minimal. Dans cette maison, il y a plus de 100 ans de poussière de maison dans les murs, le plafond, l'espace de cet ancien lieu. Je ne pourrais pas tout nettoyer si je le voulais. Je suis toujours capable de produire efficacement autant de kits de champignons que je le souhaite avec un minimum. Cela se résume à des techniques simples qui vous permettent de préserver un point de stérilisation exactement. Vous en avez besoin pour pouvoir mettre vos blocs en mouvement et les mener à bien. Je vais vous montrer comment. Les champignons poussent naturellement à l'état sauvage et chaque type de fungi se spécialise dans certains environnements. Les champignons qui poussent à l'intérieur du bois d'un arbre peuvent échapper aux concurrents à l'extérieur et on leur fournit une source d'humidité et de nutrition, car le bois absorbe naturellement l'eau, même après la mort de l'arbre. Arbory. La culture de champignons en intérieur commence généralement avec un mélange de substrats super nutritifs comparé à l'environnement naturel d'un champignon. À l'intérieur d'un arbre, il y a beaucoup de nutrition disponible pour un champignon, mais pas comme nous le fournissons. Nous allons fournir suffisamment de nutrition pour que le fungus puisse se développer tout au long de sa vie, en peu de temps et produire beaucoup de champignons pour nous. Les cultivateurs de champignons ne peuvent pas reproduire les environnements sauvages où poussent naturellement les champignons, mais pas de problème. Au lieu de cela, nous pouvons faire encore mieux. Nous pouvons fournir des conditions optimales pour la croissance de l'espèce bien au-delà des limites des environnements, tout en éliminant tous les autres concurrents micro-organismes, en utilisant la chaleur et la pression pour notre substrat de culture. Tout en éliminant toute concurrence indésirable, nous fournissons un accès illimité à un gros morceau de les grains et le bois dur, la sciure de bois, qui sont plus nutritifs que n'importe quelle source alimentaire typique pour nos champignons rencontrés dans leur milieu naturel. Cette combinaison de facteurs permet à nos champignons cultivés de se développer rapidement au lieu de se développer à l'état sauvage. Pour moi, ce style de culture de champignons présente deux avantages majeurs. 1. Tout se passe à l'intérieur du sac dans un environnement stérilisé, donc le champignon est libre sans aucun contaminant pendant cette partie de son cycle de vie. Il atteint son stade de fructification sans aucune interférence. Deuxièmement, j'aime le fait qu'au lieu d'utiliser une procédure à l'air libre qui vous oblige à prendre un matériel de frais colonisé et mélangez-le avec une quantité encore plus grande de matériaux de substrat que pour ensuite coloniser après l'avoir remis en sac ou mis dans un autre contenant, cela évite tout cela. Passe. En cultivant juste dans le sac lui-même, en mélangeant, en cuisant et en inoculant, puis en fructifiant directement le bloc dans le sac, vous pouvez éviter beaucoup de ces étapes de travail physique. Personnellement, je trouve que cela me permet de cultiver beaucoup plus de champignons. Ainsi, deux avantages distincts que j'ai trouvés par rapport à quelques autres méthodes de culture sont 1. Cela reste propre pendant le cycle de vie de la colonisation, quel que soit le type d'espace dans lequel vous vous trouvez, ou sa qualité,
L'hygiène est pour ce type de stockage à sec. Et deuxièmement, cela réduit le travail nécessaire pour pouvoir fabriquer de nombreux blocs de champignons et, cool avec ça, faire un substrat de champignons. La recette de substrat de champignons que nous sommes sur le point de revoir est simple à retenir et simple à... C'est juste du 50-50-50. Cela représente 50% de grains entiers, 50% de sciure de bois dur, puis une quantité égale d'eau. Jusqu'à présent, j'ai utilisé de l'avoine entière, du blé entier et des baies de seigle entières, avec le même succès. Ils fonctionnent tous très bien avec ça. Vous devez vous assurer que vous utilisez de la sciure de bois dur et non de résineux. Certaines espèces poussent tout simplement mieux sur du bois dur. Aussi, il y a une chance que certains des composés extractifs résineux du bois de résineux se trouvent dans le bois de pin. Le bois de conifère trouvera son chemin jusqu'au corps fruitier des champignons et pourrait vous causer un problème, un peu de détresse quand ils sont mangés. Vous ne voulez pas ça, alors restez fidèle au bois dur. Les sacs pour la culture des champignons peuvent être facilement trouvés en ligne, dans des tailles allant du petit au très grand. Voyons comment assembler et cuire le bloc lui-même. Nous allons avoir besoin d'un milieu de culture riche et agréable pour que notre culture liquide fructifie directement à partir de cela. Bloc. Cette recette de culture n'utilise que 3 ingrédients, du bois, des céréales et de l'eau. Mon grain de choix est l'avoine entière, mais le seigle à grains entier est tout aussi utile s'il est plus disponible. L'avoine est une excellente source de nourriture pour les champignons. Cependant, assurez-vous d'utiliser de l'avoine entière et non des flocons d'avoine. L'avoine entière ressemble à de petites graines, eh bien, ce sont exactement de petites graines, tandis que l'avoine roulée est de l'avoine entière écrasée, puis utilisée pour faire des flocons d'avoine. C'est une consistance médiocre pour la culture des champignons en raison de sa densité collante et du manque général d'air dedans. Mélangez. Pour la culture des champignons, utilisez de l'avoine à grains entiers. Assurez-vous toujours que vous utilisez de la sciure de bois dur. Vous ne voulez pas de bois de résineux car cela amène des bois de conifères avec différents types d'extractifs. Résine présente naturellement dans le bois. Mélangez simplement le contenu sec dans le récipient. Secouez-le simplement. Cela peut devenir un peu poussiéreux. Il est recommandé de porter un masque anti-poussière pendant ces procédures. La poussière de bois et de céréales n'est certainement pas bonne pour les poumons. Transférez les ingrédients secs dans votre sac. Ajoutez une quantité d'eau égale en poids. Pour les sacs plus petits, il est utile de les placer dans un autre récipient plus grand, puis j'aime bien pour rabattre le haut pour qu'il reste ouvert pendant que je verse de l'eau. Ici, je prépare un sac plus grand. Comme vous pouvez le voir, tout ce que vous avez à faire est de simplement secouer le contenu à l'intérieur du sac lui-même pour les combiner. Cela fonctionne très bien avec des sacs plus grands. Ajoutez ensuite simplement une quantité égale d'eau. Et puis nous allons laisser cela reposer pendant un certain temps. Après avoir assemblé les sacs, j'attends 2 heures avant de revenir et de mélanger le contenu du sac en... À ce moment-là, l'eau aura pénétré dans vos granulés de sciure de bois et vos grains, et vous serez capable de mélanger le matériau en un produit plus homogène sans grands espaces et bulles d'air à l'intérieur. Moyen.
Une fois que la poussière de céréales est incorporée dans l'agrégat de sciure lui-même, il devient beaucoup plus facile de... Il n'est pas nécessaire de rincer ces grains. Tassez le contenu et, si nécessaire, préparez-vous à donner un petit coup de chiffon à l'intérieur du sac. Vous voulez utiliser une serviette en papier et appuyer sur le contenu qui adhère au côté du sac. Vous voulez un sac bien propre pour quand vous ferez éventuellement votre scellage thermique, parce que si vous obtenez de la sciure de bois, du grain dans votre scellage thermique ou trop de poussière, ce qui pourrait causer des problèmes avec son scellage correct. Une fois qu'il est tassé, il suffit de faire sortir un peu d'air du sac, de le plier à plat, puis de continuer, et en bas. Je fais habituellement 4 ou 5 plis. Cela n'a pas d'importance, et puis je le pince avec une pince à linge. J'utilise une pince à linge à ressort en bois. Ces pinces à linge ont en fait passé de nombreuses fois dans la cocotte Minute. J'aime simplement les conserver dans une petite caisse en plastique avec des trous d'aération pour qu'ils sèchent tout seuls. Cela empêche les pinces à linge de moisir. Maintenant que je travaille sur le sac, je fais très attention à ne pas toucher le filtre. C'est important. Le filtre est un élément délicat de ces sacs. Tout votre travail doit se déplacer autour du filtre comme s'il n'y était tout simplement pas. Une fois le contenu tassé, rassemblez à nouveau le sac, repliez le haut 4 ou 5 fois. Pincez-le et fermez-le avec une pince à linge. Stérilisation avec des autocuiseurs. Afin de réussir une croissance, nous devrons nous assurer que la seule chose qui pousse, à l'intérieur de ces blocs se trouvent les champignons que nous avons l'intention d'introduire. Il y a beaucoup de concurrence là-bas de la part des champignons sauvages avec des spores, des moisissures, des bactéries et autres. Les prédateurs essaient de trouver leur chemin dans votre culture et de compromettre l'intégrité d'une manière qui ne l'est pas, pour s'en remettre. Nous allons utiliser la chaleur et la pression afin de réaliser la stérilisation à l'aide d'une cocotte Minute. Une fois que nous avons stérilisé le substrat est la matière sur laquelle le champignon pousse. Nous pourrons introduire notre champignon et lui permettre de coloniser complètement tout le bloc. Il est complètement colonisé. À ce stade, vous pouvez commencer le processus de fructification en fonction du type, espèce que vous avez choisi. Dans cet exemple, je vais utiliser un autocuiseur électrique. Que vous ayez une autocuiseur électrique ou une autocuiseur sur le dessus du poêle, assurez-vous toujours que vous, dans quelque chose pour laisser un espace entre le fond du récipient et les sacs eux-mêmes. Dans ce cas, mon autocuiseur est livré avec une petite grille pour les maintenir hors du fond. Ajoutez un peu d'eau. Cela représente généralement environ 1 pinte à 1 pinte et demie pour moi. Lorsque vous fermez le couvercle, vous voulez vous assurer que les pores sur l'autocuiseur s'alignent avec vos contenus et qu'ils ne soient pas bloqués, de quelque manière que ce soit. N'hésitez pas à y retourner pour 1 seconde, pour vous assurer que ces sacs ne sont pas coincés sous le couvercle, car cela pourrait vous éviter des ennuis. Cela pourrait empêcher une bonne étanchéité. L'autocuiseur électrique moins cher que j'utilise ne monte qu'à environ 10 ou 11 livres par utilisation. Pouce de pression, ce qui veut dire qu'il va falloir cuire ça pendant un bon bout de temps.
Le temps requis pour la stérilisation dépend de la pression atteinte par le pressure cooker. En utilisant. Si votre autocuiseur peut atteindre une pression de 15 psi, vous devriez cuire pendant au moins 2 heures et demie. Et peut-être encore 30 minutes pour permettre à la chaleur de pénétrer jusqu'au centre de votre mushroom. Masse. Si votre autocuiseur monte jusqu'à une pression de 10 à 11 psi, c'est-à-dire des livres par pouce carré psi, alors doit cuire pendant au moins 10 heures pour obtenir la stérilisation. Une cuisinière serait plus efficace à cet égard. Il existe de nombreux excellents autocuiseurs et conservateurs sous pression sur la cuisinière qui atteignent 15 livres par pouce carré. Pouce, ce qui signifie que votre temps de cuisson est en fait considérablement réduit. À 10 à 11 livres par pouce carré, je dois cuire environ 10 heures pour obtenir une stérilisation complète de mon grain et de ma sciure. Avec une autre cocotte minute qui atteint 15 livres par pouce carré, cela pourrait prendre aussi peu que 2 et 1 heures. Dans votre estimation du temps, vous devriez généralement ajouter environ 30 minutes supplémentaires pour la pression. Chauffez jusqu'à ce qu'il soit complètement sous pression. Plusieurs heures plus tard, attendez que le contenu de la cocotte minute soit refroidi avant d'essayer d'y entrer. Récupérez ce que vous venez de cuisiner. Le bas de ces blocs sera humide, alors assurez-vous d'utiliser surface qui ne sera pas sujette aux dégâts d'eau. Pour tester si votre substrat de champignons est stérilisé à 100%, laissez reposer un bloc pendant 3 semaines. Sur votre étagère. Si de la moisissure apparaît pendant cette période, le substrat n'a pas été stérilisé initialement. Chaque étape de votre culture de champignons peut être testée comme celle-ci. Très bien, commençons. Nous aurons besoin d'un thermoscellant pour la prochaine étape de ce processus. Dans ce cas, j'utilise une thermocelleuse Impact Corporation, modèle IPK305H. Un élément chauffant de 3 à 5 mm est idéal pour ce travail. Les éléments plus fins fonctionnent également. La première chose que nous allons faire est de retirer le clothespin, de dérouler le pli sur le cou jusqu'au tout dernier pli. Je n'expose généralement pas le dernier pli. Je le fais juste reculer assez loin, puis je le serre. Scellez pendant 10 secondes avec une pression ferme. Relâchez pendant quelques secondes. Très bien, c'est la première scène de thermoscellage, prenez-en une et action. Avec le serrage de la heat sealer, vous obtenez soudainement une explosion de chaleur et d'électricité. L'élément chauffant qui fait fondre instantanément le plastique du sac, réalisant ainsi une fermeture complète. Saut numéro 1. Coupé. Excellent. Bon travail, c'était un excellent premier saut. Maintenant, nous allons y retourner et recommencer 2 fois. Nous pourrions partir à ce stade et cultiver des champignons avec ce que nous avons. Le problème, c'est que certaines de nos manipulations de sac que nous allons faire vont être un peu dures sur le joint. Nous ne voulons pas le stresser. Nous voulons nous assurer que nous avons un sac correctement scellé. C'est pourquoi je vais le faire encore 2 fois avec précaution. Après ce point, nous serons prêts à partir. Prêts à replonger? Action. Encore une fois, une explosion de chaleur et d'électricité. Nous appuyons fermement sur la thermocelleuse en veillant à obtenir une bonne pression sur ce joint. Et puis après 10 secondes, relâchez. Coupez. D'accord. Excellent travail sur le deuxième saut. Juste comme le premier, en lui donnant une explosion de chaleur de 8 à 10 secondes, obtenir cette chose pour de bon. Nous allons le faire une fois de plus. Nous avons laissé cela refroidir quelques secondes. Maintenant, nous allons nous y replonger. Prêt? Action. Le thermoscellage semble un peu lent car il est plutôt immobile, mais il est important de le faire correctement. Et comprenez exactement ce qui se passe ici. Coupez. Excellent travail. Le sac scellé est maintenant complètement scellé. Il devrait pouvoir tenir debout à toutes les manipulations que nous nous apprêtons à lui infliger. Maintenant, vous voulez vous assurer de vérifier périodiquement le saut de votre sac, surtout lorsque vous commencez ce travail, juste pour être sûr de ne pas faire exploser votre sac scellé en étant vigoureux, avec votre enthousiasme, vos manœuvres de champignons. Donc, assurez-vous de vérifier votre joint, et s'il y a un problème avec le joint, vous pouvez toujours le coller sous la thermocelleuse pour un autre joint. En commençant par le haut du sac, avec le sac sur une surface plane et lisse, nous allons de l'avant et écraser doucement le contenu et le mélanger.
Il faudra cependant faire attention, nous n'essayons vraiment pas de stresser le sac lui-même. Il est un peu plus souple lorsqu'il fait chaud immédiatement après le chauffage. S'il fait frais, les côtés du sac peuvent être un peu plus cassants et sujets aux fissures. Avant d'aller plus loin, il y a quelques éléments du Mushroom Grow Bag que nous devrions connaître. Avant tout, le patch filtre. Le patch filtrant est ce qui permet aux champignons de s'y développer facilement, car il laisse passer le dioxyde de carbone, s'échapper et l'oxygène entrer dans le sac. Les champignons respirent comme nous, et sans ce type d'oxygène, ils ne vont pas pouvoir fleurir. C'est donc une caractéristique très importante et délicate. Lorsque vous travaillez avec le sac, essayez de vous assurer de ne jamais toucher cela de manière trop brutale. Ne le serrez pas, n'appuyez pas dessus, déplacez-le simplement et ignorez-le. Et deuxièmement, au fond du sac, nous avons les soufflets. Maintenant, les soufflets sont ce qui permettent à ce morceau de plastique plat et creux de se transformer en un véritable... Eh bien, le point faible du sac se situe au niveau des soufflets. Donc, lorsque le sac sort de la cuisinière, assurez-vous de ne pas le presser fort de telle manière que fléchit tellement les goussets qu'ils se fissurent et aspirent de l'air. Nous voulons toujours essayer d'être doux. Nous remontons doucement vers l'extrémité du sac et en retirons doucement le substrat. Et en quelque sorte le briser un peu. Mais ce que nous ne faisons pas, c'est que nous ne serrons pas fort et ne faisons pas éclater les joints, car cela causerait une fuite et contamination d'entrée. N'oubliez pas, évitez le patch du filtre lorsque vous manipulez le sac. Et veillez à écraser doucement le contenu pendant que vous le mélangez. Au fur et à mesure de votre travail, jusqu'au fond du sac, après l'avoir retourné, l'objectif est de mélanger également le contenu au fond du sac. Veillez donc à l'écraser et à laisser tomber le contenu. Et rejoignez le substrat principal de champignons. J'apprécie de travailler doucement autour des zones de pli, pour garantir que les éléments autour de là se mélangent également. Et puis, une fois que j'ai bien mélangé, je le retourne. Et redescendez le substrat de champignons. En pressant à travers le sac. Et le tasser. Et en le travaillant, comme vous pouvez le voir, vous pouvez redescendre ce substrat au fond du sac. Nous ne laisserons pas une partie de ce substrat humide toucher le filtre, car si nous le faisons, nous risquons que cette humidité pénètre dans le patch du filtre et permette à la moisissure de se développer dessus. Nous veillons donc toujours à garder le patch filtrant à l'écart du substrat humide pour le stockage. Maintenant, nous allons accélérer un peu dans ce prochain segment, parce que, vous savez, regarder ce genre de choses peut être un peu fastidieux. Je vais doublement sceller ces sacs pour une action plus rapide. Cependant, 3 seaux complets seraient plus appropriés pour vous. Voici une autre technique pour ouvrir un sac. Faites-le rouler d'avant en arrière et pressez-le doucement contre votre surface de travail. Regardez-moi prendre le départ. Dans la réalité, cela n'est jamais aussi rapide. J'emploie des sacs de diverses tailles et de quelques variétés différentes pour que nous puissions voir précisément comment manipuler chacun. J'ai des sacs de culture de champignons de taille petite, moyenne et grande. Ce sont toutes des tailles standards disponibles chez de nombreux revendeurs en ligne. Merci de votre attention. Et nous remontons simplement jusqu'au fond du sac. Écartez doucement le contenu des plis. Mélangez-les, puis retapez tout à nouveau.
Voilà, vous voyez, cela ne devrait vous prendre que 10 secondes. Ah, je fais une petite blague. Actuellement, nous progressons à un rythme soutenu, mais nous disposons de 10 secondes pour chaque saut. Nous avons 10 secondes pour le sceller, ensuite le soulever pendant quelques instants pour le laisser refroidir, puis 10 secondes supplémentaires pour le sceller. Même pour ce sac plus grand, l'approche reste identique. Nous tentons simplement de contourner le problème en écrasant et en mélangeant délicatement le contenu sans plier ni stresser les goussets. Et nous évitons le patch de filtre. Nous allons vider le fond du sac et y mélanger le contenu. Heureusement que nous avons un bon seau sur ce sac, n'est-ce pas? Ensuite, nous allons continuer et tasser le tout à nouveau, tout en évitant le patch de filtre. D'accord. Examinons les outils nécessaires pour les inoculations de champignons. Des essuie-tout. Des ciseaux. Assurez-vous d'en avoir de bons et tranchants. Un marqueur permanent. Choisissez-en un bon qui écrit sur n'importe quelle surface. Alcool isopropylique. Quelle variété devriez-vous choisir? Il y en a 2 types disponibles en magasin. Optez pour l'alcool isopropylique à 70% si possible, sinon diluez simplement votre alcool à 91% avec un peu d'eau. Une tasse à café. Une éponge. Choisissez-en une bonne, propre et neuve. Il se peut que cela ne ressemble pas à une éponge à vos yeux, ce sont bel et bien des éponges. Je les ai obtenues dans un pack économique, donc elles peuvent ressembler à des cartes ou quelque chose du genre. Regardez, c'est bien une éponge. Utilisez uniquement de l'alcool à 70% pour réhydrater vos éponges. Enregistrer. J'utilise du ruban adhésif car il est extrêmement collant. Mycélium de culture liquide. Beaucoup de personnes n'en ont pas sous la main. Vous pouvez le trouver facilement sur de nombreux sites internet. Il est facile à manipuler et vous permet de multiplier de petites quantités de mycélium de culture liquide en grande quantité. Ces pots contiennent du mycélium de culture liquide. Vous avez la possibilité de cultiver tout type de champignons, que vous choisissez d'y introduire. Ils sont aussi accessibles en ligne chez plusieurs fournisseurs différents. Absolument. L'idée est essentiellement: saisissez votre seringue de culture liquide que vous avez achetée en ligne et qui contient un peu de mycélium. Jetez un œil à ça. Dans le port d'injection à l'aide de notre outil stérile. Nous observons le mycélium se développer à l'intérieur du bocal, puis il se multiplie des centaines de fois pour donner le résultat final que j'ai devant moi. Bocal à crinière de lion. Je peux cultiver l'huître rose aujourd'hui. Nous avons des huîtres bleues et des shiitake. Et j'en ai encore beaucoup plus sur l'étagère. L'usage de pots de culture liquide est une excellente méthode pour conserver votre propre bibliothèque de champignons de différentes souches qui n'attendent que vous pour les utiliser dans des pots sur votre étagère. Parlons des embouts de seringue. N'oubliez pas de chercher des embouts de seringue de calibre 16 ou 18. Ils sont suffisamment larges pour permettre le passage des champignons. J'apprécie l'utilisation des embouts de verrouillage de leurre, car je suis sûr que les embouts de seringue sont bien fixés. Les embouts de seringue restent stériles dans leur emballage jusqu'à leur ouverture. Vous devez vous assurer d'utiliser des embouts de seringue de calibre 16 ou 18 qui sont assez larges pour laisser passer les champignons. Je vérifie toujours l'absence de leurre sur mes seringues et embouts de seringue. Ils sont vraiment très pointus. Faites attention à ne pas vous piquer. C'est probablement le moment idéal pour discuter de la qualité d'un outil. C'est votre outil principal,
un peu comme un crayon pour dessiner quand il s'agit de mycélium. Si vous n'avez jamais utilisé de seringue auparavant, cela peut sembler un peu intimidant au début. La pointe peut être pointue, mais il n'y a rien à craindre si vous faites preuve de prudence. La seringue est un outil de création puissant qui nous permet de cultiver des champignons assez impressionnants. Je vais vous montrer comment utiliser une de ces seringues pour inoculer un bloc de champignons. Vous pouvez cultiver du mycélium de champignons à partir de n'importe quelle espèce de votre choix. Il colonisera votre substrat dans un environnement stérile, mais pour obtenir des champignons directement du bloc, comme nous le souhaitons, vous devrez opter pour une espèce connue pour fructifier directement sur le bois dans son habitat naturel. Procédez à des inoculations en culture liquide. Alors, vous voudrez commencer par obtenir quelques longueurs de ruban adhésif. Nous aurons besoin de ce ruban adhésif pour couvrir les points d'injection que nous allons réaliser sur le sac. J'aime commencer par coller des bandes le long de la table pour faciliter la découpe, puis je découpe ces bandes en petits carrés qui serviront à couvrir les trous. J'ai un peu accéléré le processus. Ensuite, nous allons commencer par obtenir une éponge neuve et propre. Nous allons couper cette éponge directement dans la tasse à café. Et nous allons ranger le reste et le garder propre pour une utilisation future. D'accord, nous allons prendre notre alcool isopropylique à 70%. Et verser environ 1 pouce d'alcool suffit généralement pour moi. Et nous nous préparons à rincer les parties de notre seringue. À présent, elles sont déjà stériles. Nous n'avons pas vraiment besoin de les rincer, mais je pense qu'il est utile de remettre le piston en place dans la seringue avec un peu d'alcool pour piéger tout contaminant. C'est une précaution au cas où la force de vos injections ou retrait de mycélium de culture liquide permettrait à un contaminant de pénétrer par le joint en caoutchouc. Allons préparer l'embout de notre seringue. Faisons un rapide rinçage à l'alcool. Faisons de même avec le bec de la seringue. Ensuite, nous allons les fixer avec le verrou de leurre. À présent, nous allons piquer un petit morceau d'éponge et le ramasser pour l'utiliser, puis nous continuerons. Alors, que fait cette éponge pour nous? Elle ne tue ni les champignons, ni les moisissures. Tout ce qu'elle fait, c'est les repousser. Voyez, sans elle, nos injections seraient envahies par les moisissures ambiantes à la surface du sac ou dans l'air environnant, et tout notre travail serait ruiné par une seule spore. Mais avec cette éponge, elle crée une barrière protectrice où vous pouvez retirer votre aiguille avant et après les injections, la gardant parfaitement propre et sans contaminant tant que votre alcool reste propre. Nous allons maintenant récupérer une partie de notre mycélium liquide dans un bocal et nettoyer le port d'injection. Puis nous allons procéder à un retrait. Parfois, il faut faire des allers-retours pour extraire le mycélium du port. Le mycélium a tendance à s'agglutiner naturellement, mais quelques tourbillons suffisent généralement pour le briser et en extraire une injection. Vous pouvez aussi utiliser une barre d'agitation. Les agitateurs de laboratoire sont disponibles à l'achat en ligne et un agitateur magnétique peut être utilisé en dessous. Cependant, cela implique un certain coût et je suis plutôt du genre à privilégier les technologies simples. Donc, je fais fonctionner le mien sans agitateur et je secoue simplement mes bocaux de temps à autre pour briser le mycélium. Parfait. Maintenant que notre seringue de culture liquide est prête, nous allons procéder au nettoyage de notre port d'injection qui se trouve sur ce sac. C'est très pratique.
Nous allons prélever un peu d'alcool avant de commencer, puis nous y insérerons l'aiguille et effectuerons notre injection. Nous retirons l'aiguille dans le bloc éponge et nous la sortons. Le port d'inoculation se scelle après le retrait de l'aiguille, le protégeant de toute intrusion. Et nous allons simplement mélanger ce sac, répartir une partie de cette culture liquide à l'intérieur et nous le mettrons de côté. Alors, quelle est la prochaine étape? Oh, n'oubliez pas de noter ce que vous avez réellement injecté dans chaque sac. J'aime noter le nom de l'espèce, puis la date à laquelle elle a été inoculée pour pouvoir suivre ce que je fais. D'accord, préparons-nous pour une autre injection. Nous allons commencer par nettoyer notre seringue. Pour commencer, je vais éliminer l'alcool que nous avons utilisé après le rinçage de la seringue, puis nous allons utiliser de l'alcool frais. La conservation de cet alcool frais est essentielle pour prévenir la contamination. D'accord. Je vais rincer légèrement et aspirer de l'alcool de rinçage du côté où j'ai un siphon de sol prêt. Cela s'est avéré très utile pour moi. Vous avez la possibilité d'utiliser un seau ou un petit verre pour injecter votre alcool de rinçage. Vous pourriez même envisager de le réutiliser pour d'autres projets. Parfait, nous allons poursuivre et nettoyer notre port d'injection sur notre bocal et nous effectuerons un autre prélèvement. Cette fois-ci, nous utilisons Lion's Mane. En rinçant notre seringue plusieurs fois entre les utilisations, nous pouvons l'utiliser pour différents types de champignons sans risque de contamination croisée. Nous allons poursuivre et obtenir une autre dose de mycélium de culture liquide et nous repoussons doucement le piston. Il est important de maintenir le corps de la seringue droit sans le déformer en le serrant trop fort. Et voilà, nous avons une belle seringue pleine prête à l'emploi. Procédons à d'autres inoculations. Parfait. Nous allons commencer par, attendez une seconde. Attendez un instant, celui-ci ne possède pas de port d'inoculation. En réalité, c'est parfait. J'ai fait cela délibérément, bien sûr. Allons de l'avant et voyons comment inoculer des sacs qui n'ont pas de port d'inoculation. Cela vous permettra effectivement d'économiser de l'argent à long terme, car ces sacs ont tendance à être 2 fois plus chers lorsqu'ils sont équipés de ports d'injection. Les ports d'injection sont une fonctionnalité intéressante à avoir, ne vous y trompez pas, et ils peuvent même accélérer légèrement votre travail. Cependant, ils coûtent 2 fois plus cher pour cette fonctionnalité. Considérez que faire cela de la manière que nous sommes sur le point de montrer coûtera beaucoup moins cher. Alors, nous allons avancer et utiliser notre ruban. Et nous allons marquer notre site d'injection. Donc, tout d'abord, nous allons nettoyer le sac directement à l'endroit où nous allons faire l'injection. Nous allons préparer notre ruban. Appuyez notre pointe éponge contre la surface et pressez-la avant de commencer à éliminer l'excès d'alcool. C'est très important. Alors, plongez la pointe de votre aiguille dedans. Une fois qu'il est en place, faites une injection. Une fois que vous avez terminé, retirez la pointe de l'aiguille et faites glisser le bloc éponge vers le bas, tout en déplaçant le ruban vers le bas en même temps et en le pressant contre le sac. J'apprécie de sélectionner un point d'injection en haut du sac où le ruban n'entrera jamais en contact avec le substrat. J'ai réalisé que le ruban lui-même peut contenir des contaminants, il est donc préférable de veiller à ce qu'il n'entre pas en contact avec le substrat. Alors, après avoir légèrement mélangé ceci, ce qui est vraiment optionnel, nous allons le compacter et nous préparer pour une autre injection. Nous allons donc augmenter un peu la cadence. Nous allons poursuivre et appliquer la même méthode. Nettoyez le sac, scotchez-le, placez l'éponge dessus, puis procédez à votre injection. Assurez-vous toutefois de presser cette éponge juste avant de réaliser votre injection. Cela libère un surplus d'alcool
et vous ne voulez pas que cet excédent d'alcool s'infiltre accidentellement dans le trou d'injection. Cela peut être à l'origine de nombreuses contaminations. Les gens ont parfois l'idée que l'alcool va éliminer les spores sauvages qui posent problème. Ce n'est pas le cas. Ce qu'il peut faire, c'est transporter les spores sauvages, car il ne les élimine pas directement. Il peut donc devenir un fluide contaminant. Après avoir conçu notre kit de champignons, pour le ranger, il ne nous reste plus qu'à le placer en rayon. Il n'est pas nécessaire de l'humidifier, de le ventiler ou de lui donner des soins spécifiques, à part veiller à ce que le champignon ne traverse pas le filtre. Une fois qu'ils seront colonisés, ce qui devrait prendre environ 40 jours, ils seront prêts à produire des fruits. Faites fructifier vos blocs de champignons. Ce bloc de crinière de lion est presque prêt à produire des fruits. Comme vous pouvez le constater, il n'est colonisé qu'à moitié pour l'instant, mais en raison de la nature agressive de la crinière de lion, il est en fait prêt à commencer à produire des fruits avant même d'avoir terminé la colonisation. J'apprécie. Totalement. Veillez à ce que le champignon ne traverse pas le filtre, car une fois que cela se produit, le champignon est capable pour introduire directement de la moisissure dans le sac. Donc, même s'il est intéressant de cultiver des champignons à l'intérieur du sac, tentez de garantir qu'ils ne poussent pas à travers le filtre. Pour faire fructifier cette crinière de lion à l'extérieur, je la laisserai probablement coloniser un peu plus, peut-être jusqu'à ce qu'elle atteigne environ ici, puis je replierai le haut vers le bas. Nettoyez le sac, faites une incision d'environ 5 pouces, puis placez-le dans un endroit humidifié. Le champignon sentira l'air et l'humidité et commencera à fructifier en quelques jours. La crinière de lion mettra généralement environ 4 à 6 jours pour réagir vraiment aux nouvelles conditions une fois l'incision faite. Vous pourrez observer sa fructification visible après ce moment. Les champignons eux-mêmes prennent environ 2 semaines pour se former complètement. Préparation du matériau pour la couche de tubage. Le matériau de tubage est une couche de matériaux non nutritifs qui est ajoutée au sommet d'une parcelle de champignons une fois qu'elle est déjà colonisée. Il est nécessaire pour certaines espèces de champignons comme les huîtres royales ou les champignons à bouchon de vin, et d'autres champignons comme le namico ou la châtaigne semblent simplement le préférer et se développent mieux lorsqu'ils en ont un. J'apprécie d'utiliser un mélange de 50% de vermiculite et de 50% de mousse de tourbe pour accomplir cette tâche. Ces matériaux principalement non nutritifs sont parfaits pour retenir l'humidité et sont assez poreux et aérés pour permettre au mycélium de se développer dans l'enveloppe, puis de faire germer les champignons. Vous allez incorporer un peu plus de 60% d'eau. Ces ingrédients secs sont extrêmement desséchés et en réalité légèrement hydrophobes, ce qui signifie qu'ils ne retiennent pas facilement l'eau. J'aime introduire l'eau progressivement. Allez-y et mélangez-les dans le sac, secouez-les, écrasez-les à travers les parois du sac. Ensuite, ajoutez plus d'eau et recommencez. Ensuite, faites un essai, pour vous assurer qu'aucune eau ne s'échappe lorsque vous le soulevez, à moins que vous ne le pressiez très fort. Si jamais vous constatez que votre substrat est trop humide après la cuisson, vous pouvez toujours retourner un peu le sac et le presser pour laisser s'écouler une partie de l'eau avant de le placer sur votre bloc de champignons. Une fois notre couche de substrat préparée, elle devra probablement être pasteurisée selon votre utilisation. Pour la plupart des espèces, y compris les pleurotes, les némécos et les champignons châtaigniers, vous voudriez procéder à la pasteurisation de votre substrat pour éviter la compétition microbienne contre vos champignons. Pour certaines espèces, cependant, notamment les champignons à capuchon de vin, le roi Stropharia,
vous préféreriez en fait le laisser non pasteurisé. Les champignons du chapeau de vin préfèrent simplement avoir l'environnement microbien en place, ce qui les aide à stimuler la fructification. Notre processus de pasteurisation du matériau d'enveloppe vise à éliminer les moisissures, tout en permettant à certaines espèces de microbes résistants à la chaleur de survivre après la cuisson. Ces microbes résistants offrent une protection supplémentaire contre la contamination par les moisissures dans l'enveloppe. Pour pasteuriser le matériau d'enveloppe, faites-le cuire dans votre autocuiseur pendant 1/3 du temps que vous utiliseriez normalement pour la stérilisation. Ce bloc de crinière de lion a été coupé il y a environ 4 ou 5 jours. Comme vous pouvez le constater, il commence déjà à montrer une réaction de solidification du mycélium autour de la zone de coupe, se préparant à fructifier. Dans quelques jours, probablement environ 2 semaines au total, il commencera à fructifier. Quelques semaines plus tard, comme vous pouvez le voir, nous avons de grands champignons qui poussent du haut et des côtés de ce bloc, prêts à être cueillis. Je laisserai certains d'entre eux pousser un peu plus longtemps jusqu'à ce qu'ils forment des dents de cascade individuelles. C'est un signe de maturité. Assurez-vous qu'ils sont bien blancs lorsque vous les cueillez, ne les laissez pas jaunir. Les espèces d'huîtres fructifieront à partir d'une coupe dans le sac, à l'exception de l'huître royale qui nécessite généralement une enveloppe. Pour la plupart des espèces d'huîtres, vous pouvez simplement faire une coupe dans le sac colonisé et après environ 3 ou 4 jours, vous verrez une forte réaction d'épinglage suivie de la sortie de magnifiques champignons. Maintenez votre humidité à environ 85% pour une croissance optimale. Pour le shiitake, assurez-vous de retirer la majeure partie du sac pour permettre son développement. Mais assurez-vous de le brumiser quelques fois par jour pendant sa croissance, ce qui l'aide à ne pas se dessécher en raison de l'augmentation de la surface. Choisissez-les 1 à 1. Une fois leur cycle terminé, ils sont prêts à fructifier de nouveau. Il est donc essentiel de vérifier que votre kit de shiitake est bien brun partout et qu'il a eu environ 10 à 12 semaines pour mûrir avant de tenter de le faire fructifier. Sinon, vous risquez une fructification partielle. En règle générale, seules les zones brunâtres du shiitake produisent de bons résultats. Les champignons shiitake se développent mieux lorsque le bloc est laissé tranquille pour coloniser sans être déplacé ou touché. Dans son environnement naturel, le shiitake est stimulé à fructifier lorsqu'il détecte que l'arbre hôte est tombé. Si les blocs de shiitake sont secoués, cela peut déclencher la fructification, peut-être avant que la surface ne soit entièrement brune et mature. Voici une culture de champignons reishi en cours. Pour le champignon reishi, il faut s'armer de patience. Le champignon reishi prend un temps particulièrement long à se développer. Laissez le champignon commencer à se former à l'intérieur du sac, puis découpez le dessus sans le rouler. Ils vont pousser en direction de l'ouverture. Les champignons reishi commencent à se former dans la partie supérieure du sac scellé après la colonisation. Lorsque leurs doigts atteignent une longueur d'au moins 1 à 2 pouces, ouvrez le haut du sac. Ils vont continuer à pousser jusqu'à dépasser le haut du sac, puis s'aplatir en une forme classique en réponse aux variations de la quantité d'oxygène disponible à l'extérieur du sac. Un bloc de champignons a une certaine résistance naturelle aux spores de moisissure dans la zone de culture une fois le sac ouvert. Nous utilisons principalement des facteurs tels que l'humidité, l'échange d'air, le débit d'air et l'hygiène pour minimiser leur apparition. Il est impossible d'éviter totalement l'apparition de moisissure, mais nous pouvons la prévenir suffisamment longtemps pour obtenir de bons champignons, puis prendre des mesures pour éliminer les moisissures et prolonger la production de champignons. Effectivement, un peu plus de soleil dans la région pourrait nous aider à contrôler la moisissure grâce aux propriétés germicides naturelles des UVC. Cependant, nous travaillons au sous-sol, nous devons donc faire avec ce que nous avons. Le taux d'humidité que vous fixez dans votre chambre de culture doit être adapté aux espèces que vous décidez de cultiver. Actuellement, je me concentre principalement sur la culture du reishi et de la crinière de lion. J'ai donc réduit l'humidité à 75%. Un niveau d'humidité plus bas nous permet effectivement d'éviter de nombreuses contaminations par les spores de moisissure présentes dans l'air. Si je cultivais du shiitake ou des huîtres, je monterais probablement l'humidité jusqu'à 85%. Beaucoup affirment que les huîtres profitent d'une humidité plus élevée, ce qui est vrai, mais lorsque vous dépassez environ 88% d'humidité, je trouve que vous risquez fortement la contamination par les moisissures. Dans ma chambre de fructification, je vise entre 6 et 8 renouvellements d'air par heure. Cependant, en ce moment, je ne cultive aucune espèce d'huître,
qui est plus sensible à l'échange d'air, donc j'ai probablement plus de 5 ou 6 échanges d'air par heure. Je cultive actuellement de la crinière de lion et du reishi qui s'adaptent très bien à des conditions d'oxygène plus faibles. Tant que l'air reste respirable ici, tout va bien. Si je cultivais des huîtres, je viserais probablement entre 6 et 8 échanges d'air par heure, car elles sont plus sensibles à ce genre de paramètres. Vos huîtres risquent de devenir longues et minces, plutôt que de former des grappes denses et fermes. Donc, même si ce seront de bonnes huîtres quoi qu'il arrive, je préfère viser un taux d'oxygène plus élevé dans la région si je veux cultiver une espèce d'huître. Désormais, je ne m'embête plus vraiment à mesurer la quantité d'oxygène qui entre et sort. J'ai eu un capteur de dioxyde de carbone ici pendant un certain temps, mais franchement, une fois que vous avez réglé l'oxygène à un niveau où les huîtres sont belles, c'est tout ce qui compte. Dans un espace de culture plus petit, vous serez capable de déterminer assez rapidement par vous-même si vous avez suffisamment d'oxygène entrant et sortant de votre espace. Vos pleurotes vous le diront tout simplement. Si elles sont longues et grêles, il vous faut ajouter un peu plus d'oxygène, ou bien apprécier les huîtres longues et grêles telles quelles. En fournissant un peu plus d'échange d'air humide, vous obtiendrez des huîtres plus denses, des grappes plus fermes et plus épaisses. J'emploie des ventilateurs disposés autour de mon espace de culture pour garantir une bonne circulation d'air dans la pièce. L'échange d'air apporte beaucoup d'oxygène, mais il doit encore se déplacer dans la pièce pour atteindre tous les champignons, tous les différents blocs de croissance. Je place donc des ventilateurs dans mon allée pour éviter de souffler directement sur les champignons. Donc, une bonne convection sans flux d'air direct pour les dessécher. Maintenant, dans un espace plus restreint, bien sûr, pour une culture de loisirs, vous avez probablement une petite boîte dans une pièce. Ce que vous voulez essayer de fournir, c'est une bonne convection dans cette pièce elle-même. Peut-être installer un ventilateur léger, une brise douce soufflant tout autour de la pièce sans souffler directement sur la culture. Cette convection d'air va fournir une bonne quantité d'oxygène même en l'absence d'échange d'air. Si vous avez une petite culture dans une pièce plus grande, l'échange d'air devient moins préoccupant. Voici un bloc de pleurote blanc qui a été cultivé dans des conditions insalubres. Vous voyez comment cela affecte la croissance? Ce bloc d'huîtres a produit des champignons d'aspect triste qui étaient un peu grumeleux et bizarres. J'ai une chambre de fructification assez grande pour un sous-sol, elle mesure 22 par 7 et elle est doublée de plastique à l'intérieur avec une charpente en bois à l'extérieur. J'apprécie d'utiliser mon pulvérisateur de tuyaux d'arrosage pour nettoyer et débarrasser les murs de la saleté de temps à autre afin de maintenir un environnement frais. Lorsque je ne cultive pas ici, je mets en marche un générateur d'ozone électrique de temps en temps. L'ozone est en réalité efficace pour éliminer les moisissures, les bactéries et autres champignons sauvages. Si votre espace est restreint, je vous conseille de nettoyer avec une solution d'eau vinaigrée ou éventuellement un peu de savon à vaisselle. Cela vous aidera à éliminer la crasse et le vinaigre est très efficace pour éliminer les concurrents sauvages de vos champignons. Par contre, l'eau de javel ne l'est pas. De nombreux types de moisissures et autres passeront à travers. Assurez-vous d'utiliser du vinaigre pour nettoyer vos espaces. Entretien du bloc de champignons. Nous avons ici un champignon qui commence à s'étendre un peu trop. Il va falloir mettre un terme à cela. Si vous observez ici, vous verrez. Le champignon commence à s'étendre sur les côtés du sac. Ce qui n'est pas idéal, car s'il atteint le patch du filtre, il va passer et cela permettra à la moisissure de s'infiltrer. Nous allons donc mettre un terme à cela. Nous allons retirer le champignon de l'intérieur du sac sans l'ouvrir. Nous le replacerons sur le dessus du bloc. En gros, la procédure consiste à étaler les taquets. Parlons du sac lui-même. Juste au-dessus de le fameux bloc de champignons. Et pour le transfert du champignon,
Cela nous permettra de gagner un temps précieux pour que le champignon se colonise entièrement. Pour le shiitake, c'est particulièrement crucial car sa colonisation est assez lente. Voilà donc une astuce que vous pouvez essayer. Placez tous les champignons à l'intérieur du sac. À ce stade, vous pouvez le remettre sur l'étagère et vous êtes prêt à commencer. Voici un kit de crinière de lion qui fonctionne très bien jusqu'à présent, c'est presque prêt à fructifier. Je dirais probablement encore une semaine à partir de maintenant. J'aime les laisser descendre à environ 3/4, dirais-je. Généralement tout autour avant d'ouvrir la crinière du lion. La crinière de lion a tendance à fructifier très tôt. En réalité, une des tendances observées est qu'il préfère se développer à l'intérieur du sac lorsqu'il y a suffisamment d'espace pour lui. Si vous souhaitez éviter cela pendant la colonisation, je finis habituellement par sceller le sac moi-même. Il suffit d'incliner légèrement le sac au niveau de la zone du filtre. Peut-être un peu plus de plastique. Lorsqu'il est replié. Entre le patch de filtre lui-même. Dans le pli. Cela crée une petite barrière supplémentaire que le champignon ne peut pas franchir. Donc, il reste encore un peu de temps avant de faire quoi que ce soit. J'aime procéder à la remise en place avec du ruban adhésif. Pour le faire fructifier, quand il est prêt, je ferai simplement une coupe d'environ 5 pouces. Sur le côté plat, puis je le remets simplement dans un espace humidifié et le laisse fructifier. Et produisez un beau champignon avec votre forme classique de fructification supérieure avec les glaçons suspendus. Ce kit de champignons est un peu envahi, nous allons donc le réparer et le préparer pour une autre culture. Au lieu de nous préoccuper de la moisissure qui se développe lentement autour du filtre, nous allons l'éliminer et la transférer dans une nouvelle demeure. Nous allons donc commencer par découpage de la partie supérieure du sac. Récoltez notre champignon, allez-y et retirez simplement le substrat qui l'accompagne. Fini avec ces types. Faites un petit nettoyage du toit. Nous allons éliminer une partie de ces éléments de fructification à l'intérieur. Ensuite, je vais procéder à la découpe du reste du sac. Nous allons préparer un nouveau sac. Un sac poubelle en plastique propre et neuf. J'essaie de le faire en minimisant le contact avec le kit. Je vais le placer directement ici. Encore une fois. Transférer dans sa nouvelle demeure. Laissez l'air s'échapper du sac. Ajoutez-lui une petite retouche là-bas. Il est maintenant prêt à fructifier de nouveau. Oh, il semble que nous ayons oublié quelque chose. Nous allons faire une coupe rapide. Je vais nettoyer la lame rapidement avant de poursuivre. Pour commencer, nettoyez-le légèrement. Nous l'avons placé de cette manière. J'ai fait une petite incision là. Nous allons simplement le remettre dans un environnement humide. Il sera prêt pour une nouvelle fructification dans environ 2 semaines.
Préparez du compost à partir de champignons. Un des avantages de ce hobby est que vous pouvez utiliser ces déchets comme compost. Cependant, les blocs séchés ne vous apportent pas grand-chose. Il faut le décomposer pour qu'il soit vraiment bénéfique. Prenez plaisir à regarder ces blocs se décomposer et je dirais que c'est la bonne manière de le faire. Trois semaines se sont écoulées. Lors d'une petite balade dans le jardin, j'ai découvert avec surprise que des champignons à crinière de lion avaient déjà commencé à pousser sur mon tas de compost. Il y a un petit spécimen là-dedans. Voyons, ils sont répandus partout ici. Oh, en voilà un. Ah! Oh, voilà un spécimen particulièrement gros. Tous ces éléments sont en réalité reliés. Je suis descendu ici. Un grand amas ici. Mon jardin prospère grâce à l'ajout de compost de champignons. Il améliore la structure du sol tout en apportant des nutriments et les vers en raffolent. De ma famille à la vôtre, je tiens à vous remercier pour l'achat de cette vidéo et je suis reconnaissant pour votre soutien. La réalisation de cette vidéo a nécessité de nombreuses heures et un dévouement considérable. Si vous avez obtenu cette vidéo gratuitement d'un ami, je tiens à vous dire que j'espère que vous appréciez le contenu et que vous le trouvez instructif. Si vous envisagez de faire un don, n'hésitez pas à l'envoyer à mushroommanofpeoton@gmail.com. Que votre journée soit agréable, pleine de chance et de champignons. Je vous prie de ne pas diffuser des copies de cette vidéo. Je vous remercie sincèrement. Faites preuve de bienveillance